Le pouvoir des adolescentes à horizon 2030, c'est le thème de la célébration de la journée internationale de la jeune fille au Niger. 3 jours après son lancement, jusque-là l'opération d'affichage des listes électorales n'est pas encore démarrée, d'où cette sortie du vice-coordonnateur du CFEB à travers une conférence de presse. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue sur la télévision Labari dans son édition de 19h45. À l'entame de cette édition, un communiqué de presse qui vient à l'instant même de nous parvenir. Il émane du ministère des Mines et du Développement industriel. Le communiqué est ainsi libellé. Suite à la publication le 30 septembre 2015 d'un communiqué de presse par le Rotaba dont le titre est Uranium, Areva signe un nouveau contrat au détriment des Nigériens. Le ministère des Mines et du Développement industriel tient à faire la mise au point suivante. Contrairement aux allégations du Rotab, les conventions signées entre l'État du Niger et les sociétés Soumaïr et Cominac sont conformes à la lettre et à l'esprit des textes en vigueur, notamment le Code minier communautaire et la loi minière 2006 et ses textes d'application. Aucune exonération indue n'a été accordée ni à la Soumaïr, encore moins à la Cominac, par les dites conventions en dehors de celles que leur octroient les textes en vigueur. Toujours selon le même communiqué de presse, tout le long du processus, ces conventions ont été négociées et validées avec la participation active des experts et des directions générales, aussi bien des impôts que des douanes, qui sont en charge des questions d'exonération fiscale et douanière. L'approbation des dites conventions a suivi d'ailleurs le processus normal dans le processus de toutes les procédures gouvernementales jusqu'à la signature des documents définitifs. La publication au journal officiel est d'ailleurs en cours, conformément aux dispositions de la Constitution. Notre département ministériel a toujours été guidé par la défense des intérêts de notre peuple dans le respect des lois et règlements de la République, comme en témoignent les longues et difficiles négociations avec Areva. C'était là un communiqué de presse du ministère des Mines et du Développement industriel. La suite de ce journal, à l'instant, je vous l'annonçais d'ailleurs même dans les titres, lancement officiel ce lundi des activités entrant dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeune fille, laquelle journée est célébrée cette année sous le thème le pouvoir des adolescentes horizon 2030. Et c'est la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme qui a d'ailleurs présidé la cérémonie aussi au Niger. Le compte rendu est signé Nafissa Adamou, Aboubakar Souley. Pour cette année 2015, c'est le collège Mariama qui a abrité la 4e édition de la célébration de la journée de la jeune fille. Cette journée, commémorée tous les 11 octobre, vise à promouvoir la lutte contre la discrimination et les violences subies par des millions de filles. Elle se penche cette année sur le thème « Le pouvoir des adolescentes, horizon 2030 ». À travers ce thème, les Nations Unies demandent à chaque pays de prendre les mesures adéquates pour que la protection, l'éducation et la promotion des droits de la jeune fille soient garanties à l'horizon 2030. Au Niger, la situation de l'adolescente est caractérisée par des facteurs de vulnérabilité tels que ressortis dans plusieurs analyses. La communauté internationale invite tous les États, les organismes compétents des Nations Unies et les autres organisations internationales et nationales, de même que la société civile, à célébrer cette journée et à promouvoir la jeune fille face aux multiples défis qu'elle doit relever à travers le monde. Élèves et responsables du collège Mariama se réjouissent du choix porté à leur établissement pour adresser le message portant sur le thème de l'année. Ici, nous avons fait l'option de donner une place importante à la jeune fille à travers la scolarisation. Sur les 1819 élèves inscrits, 1570 sont des filles, soit 86%. Elles ont entre 10 ans pour celles qui nous arrivent en 6e et 18 ans. Un tel potentiel est un atout dans l'appropriation et la diffusion d'informations concernant la jeune fille.
Cette journée est la plus merveilleuse de ma vie parce que je sens que les droits de la jeune fille sont honorés et merveilleux. Pour que je sois mise dans mes droits, il faut que je sois acceptée dans ma famille comme une fille. En marge de la célébration de cette journée, un tournoi de basketball féminin a été organisé et remporté par l'équipe du lycée Kassé. Ainsi, plusieurs prix ont été décernés aux équipes distinguées. Aussi, un cadeau symbolique a été remis à la ministre de la Promotion de la Femme pour service rendu à la nation en général et au collège Mariama en particulier par l'association des parents d'élèves du Mariama. Pour rendre la fête plus belle, des danses chorégraphiques, des chants, des sketchs et des poésies ont tenu le public en haleine. Une journée internationale donc de la jeune fille dans le collège à Mariama a servi de cadre ici au Niger. Cela dit, 3 jours après son lancement officiel, l'opération d'affichage des listes électorales provisoires n'est toujours pas encore effective dans la plupart des communes de notre pays. Une situation face à laquelle le vice-coordonnateur du CFEB était obligé de donner des explications à travers une conférence de presse. Michel Deji nous en dit plus. Mon message d'aujourd'hui consacre le lancement officiel de l'opération d'affichage qui se tiendra dans toutes les 266 communes et au niveau de la diaspora à compter du 10 octobre 2015. Il s'agit d'une conférence de presse qui a consisté principalement à éclairer l'opinion nationale sur ce message du coordonnateur national du CFEB en date du 9 octobre dernier. Un message qui ne signifie aucunement que cette opération d'affichage se fera simultanément sur l'ensemble du territoire national, a expliqué le vice-coordonnateur du CFEB. Puisqu'il a dit le 10, est-ce que ça veut dire que les affiches sont sur le terrain? En fait, l'affichage, c'est tout un processus. Je voudrais qu'on le comprenne comme tel. C'est un processus. Quand nous allons éditer les listes, on édite les listes, il faudrait les amener en région. On amène en région. Il faudrait un lancement officiel. Tout ceci, il participe, nous, de l'opération d'affichage. Ce n'est pas une opération qui tombe comme ça de nulle part. Donc, c'est pour vous dire que c'est une étape. Nous ne nous laissons pas abuser par la pression. Nous faisons notre travail, je vous assure, dans les règles de l'art. Et nous savons que nous n'allons pas rentrer dans comment on appelle ça, une période où on va heurter le délai légal. Nous savons que nous ne le ferons pas. Ça, au moins, nous pouvons l'assurer au public. Nous ne rentrerons pas dans... nous n'allons pas aller hors délai légal. Ce n'est pas possible. En ce qui concerne l'élaboration proprement dite de ce fichier, le CFEB tire un bilan satisfaisant de ce qui est fait jusque-là, malgré les multiples protestations. Nous avons pu recueillir un certain nombre d'électeurs autour de 7,5 millions, en tout cas au-delà de 7,5 millions. Et je pense que c'est beaucoup pour un seul recensement. Et nous avons un taux de couverture, ça c'est très important, qui est de près de 90%. Je pense qu'à tout point de vue, c'est quelque chose. Donc, si nous avons, et ça a été quelque part notre leitmotiv, de faire en sorte que chaque Nigérien qui est en droit de voter puisse être recensé, nous avons fait le maximum pour que ce soit ainsi. Si aujourd'hui, nous n'avons pas pu recenser tout le monde, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Vous êtes témoin de l'opération de ratissage qui a été conduite sur le terrain, du ratissage à titre exceptionnel qui a été fait au niveau de Niamey, parce que Niamey présentait le plus faible taux de couverture. Et à l'issue de ça, nous avons vu aussi ce qui a été fait, c'est que avec le ratissage exceptionnel qui a été conduit, on n'a pu recenser que 4000 électeurs. 4 jours durant, avec plus de 100 agents déployés sur le terrain. On n'a pu recenser que 4000 électeurs. Par rapport au recensement de la diaspora, le CFEB a également dénoncé certaines spéculations en lien avec la proportion des citoyens nigériens recensés à l'extérieur. Nous avons dans la communication parlé de 150 000
à peu près d'électeurs recensés dans la diaspora. Alors, ça c'est un recensement qui a été conduit. C'est clair, je vois des 5 millions, des 3 millions qui ont été dus. Nous avons même entendu que le CFEB a recensé 7 millions de lecteurs dans certaines régions du monde. Bon, vous voyez bien que ces informations ne sont pas vraies. Dans tous les cas, dans le courant de cette semaine, ces listes électorales provisoires seront affichées, a rassuré le vice-coordonnateur du CFEB, qui conteste toute exclusion de partis politiques et de la société civile dans le processus. S'il y a un processus où l'inclusion est parfaite, c'est bien au niveau du processus d'élaboration du fichier électoral, et tout le monde le sait. Voilà, perspective africaine des nouvelles humanismes, convergence des nationalités et émancipation humaine. C'est le titre du tout nouveau ouvrage du docteur Moussa Hamidou Talibi, enseignant-chercheur à l'université de Niamey, également rapporteur de la Commission nationale des droits humains CNDH. Cet ouvrage perspective africaine des nouvelles humanismes est de l'édition Harmattan 2015, un ouvrage d'ailleurs préfacé par le célèbre écrivain Jean-Dominique Penel. La suite de ce journal avec la Commission nationale des droits humains qui était cet après-midi dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Objectif de cette rencontre d'échange, s'enquérir du niveau d'avancement du chronogramme établi pour les élections générales de 2016. Nasser Damtofo et Cheibou Guissou nous en disent plus. Après sa rencontre avec la commission chargée de l'élaboration du fichier électoral biométrique CFEB, la Commission nationale des droits humains CNDH crée un autre cadre d'échange, cette fois-ci avec la CENI, institution indépendante. La CNDH, à travers cette rencontre, s'imprègne de l'évolution des préparatifs des élections générales 2016. La CENI et la CNDH sont des institutions de la République au service exclusif du peuple nigérien. Nous avons comme mission constitutionnelle de veiller à l'effectivité des droits et des libertés. La CENI, elle, doit faire en sorte que chaque Nigérien puisse participer donc au vote et que ceux qui doivent pouvoir être éligibles puissent également jouir de ce droit. Donc nous sommes venus voir dans quelles conditions ils sont en train de travailler pour que les citoyens puissent jouir de ces droits. Alors, nous sommes en train de discuter avec eux sur qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là, qu'est-ce qu'il reste à faire. Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent tenir dans les délais légaux? Est-ce qu'ils ont le matériel nécessaire pour organiser ces élections? Est-ce qu'ils ont à leur disposition le fichier électoral? Donc voilà un peu les questions auxquelles nous essayons d'avoir des réponses pour pouvoir à notre tour les aider en faisant des recommandations aux autorités pour que les choses puissent avancer. Pour la CENI, tout se déroule normalement relativement au calendrier établi. La Commission nationale des droits humains joue un rôle important dans le processus électoral. C'est pourquoi nous tenons tout d'abord à vous réaffirmer la détermination de la CENI à organiser des élections libres, transparentes et crédibles, mais aussi sa volonté de collaborer avec tous les acteurs qui interviennent dans ce processus, à travailler étroitement avec tous ces acteurs, parce que nous avons tous un intérêt commun, un objectif commun à défendre, à savoir la réussite de ce processus électoral. D'ores et déjà, je puis vous affirmer et vous dire que nous avons l'intention, nous envisageons de créer un cadre d'échange et de réflexion avec les acteurs institutionnels, avec les acteurs impliqués dans le processus électoral, notamment la Commission nationale des droits humains et le CSCE. Je tiens à vous dire aussi que nous sommes disposés à échanger avec vous sur toutes les questions électorales qui sont de notre ressort. La CNDH et la CENI s'engagent ainsi à faire jouir les citoyens en âge de voter de leurs droits constitutionnels. La suite de ce journal, mais sur tout autre registre, avec le début ce matin à l'hôtel Univers d'un atelier de formation des moniteurs communautaires sur la réduction de la violence électorale. Le but étant de former les participants à prévenir les troubles qui peuvent d'ailleurs surgir pendant le processus électoral. Ali Sissé Ibrahim et Halidou Bouraima pour le compte rendu.
En Afrique, les périodes électorales sont le plus souvent source de conflits dus à l'intolérance, mais aussi à une maladroite conception de la démocratie. Aussi, pour prévenir les troubles en période électorale, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, en partenariat avec l'Agence internationale pour le développement des États-Unis, a initié un atelier de formation des moniteurs communautaires sur la réduction de la violence électorale. Pendant 2 jours que durera la formation, les participants à l'atelier auront à travailler entre autres sur des thèmes comme la collecte des données et production de rapports d'alerte précoce ou encore comprendre le processus électoral. Prenant la parole à cette occasion, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Boubé Ibrahim, a relevé la nécessité pour les Nigériens de continuer à cultiver l'esprit de paix en période électorale. Certes, les Nigériens et les Nigériens ont à ce jour capitalisé une expérience appréciable en matière de gestion des processus électoraux. Mais cela ne doit cependant pas nous inciter à dormir sur nos lauriers. Les acquis obtenus au prix d'efforts multiples et multiformes doivent être préservés et la vigilance permanemment être de mise avant d'éviter la survenue de conflits électoraux. Et dans cette optique, les organisations de la société civile ont assurément un rôle majeur à jouer, comme du reste cela a été le cas pour la gestion des précédentes consultations électorales. De son côté, le président du conseil d'administration du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, Ali Bouzou, a décliné le but visé par la tenue du présent atelier. L'objectif est d'informer les bureaux nationaux du WANEP Niger de Niamey pour traitement et diffusion à l'intention des instances supérieures du WANEP. Cette activité, comme vous le constatez, rentre dans le cadre du projet financé par l'USAID dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest sur la mitigation de la violence électorale, fruit d'un partenariat fécond entre le WANEP régional et l'USAID. D'ailleurs, nous comptons, dès que les conditions seront réunies, lancer officiellement des projets sous le haut patronage des autorités nationales et des responsables de l'USAID et du WANEP. Il est à noter que des tablettes ont été remises aux participants afin de leur permettre de collecter et de transmettre à temps utile toute information provenant du processus électoral. Les travaux de la deuxième session ordinaire, dite également session budgétaire au titre de l'année 2015, se poursuivent à l'Assemblée nationale avec à l'ordre du jour l'examen et le vote du projet de loi portant deuxième rectification de la loi numéro 2014-113 du 4 décembre 2014 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2015. 77 voix pour, 16 contre et 0 abstention. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. La plénière reprend ses droits après une dizaine de jours de travaux en commission à l'Assemblée nationale. Soumis à l'appréciation des députés, l'examen du budget 2015 pour un dernier rectificatif. Où nous avions soumis la rectification du budget à la représentation nationale, qu'il a apprécié et discuté avec nous, et qu'il a voté à 77% pour et 16% contre. De ce point de vue, je pense que c'est un budget dont les dispositifs chiffrés correspondent bien aux préoccupations et aspirations du peuple nigérien. Et de ce point de vue, j'ai le sentiment de fierté d'être utile à la nation nigérienne. Et j'ai le sentiment aussi, et je suis convaincu à travers ce vote, que ce budget correspond bien aux préoccupations des Nigériens et la réalisation du programme du président de la République qui est attesté par les parlementaires à travers leur vote. Un budget dit beaucoup plus de consommation que d'investissement, d'où son irréalisme selon l'opposition parlementaire. Le budget, comme vous l'avez constaté, n'a rien d'un budget d'investissement. Il y a beaucoup plus de dépenses salariales. Et si encore ce sont des salaires dans le cadre de la fonction publique, des salaires pour un recrutement dans la fonction publique de jeunes dans la fonction publique, c'est encore ça va. Mais vous avez pu constater que la plupart des salaires, c'est dans le lot de conseillers. Et quand vous avez des conseillers, ce n'est pas pour booster l'économie, c'est souvent des salaires politiques. Il y a des conseillers
conseillers qui sont nommés des conseillers qui sont nommés, ils ne viennent jamais prendre leur salaire, c'est quelqu'un d'autre qui prend ses salaires, ils ne sont même pas au courant, on ne sait pas qui prend ses salaires et qu'est-ce qui est en effet. En somme, c'est une forme d'emploi fictif. Allégation balayée d'un seul revers de main par la majorité parlementaire, pour qui ce budget ratisse large bien de préoccupations. Normalement, un budget, même si c'est un point qui doit augmenter, il faut rectifier la loi. Maintenant, à l'intérieur, il y a eu des réaménagements. Et ils pensent que c'est un budget plus de consommation. Non. C'est plutôt, il y a beaucoup de rubriques où on a diminué le fonctionnement et on a augmenté les moyens matériels. Et les moyens matériels sont des investissements. Par exemple, pour la sécurité. Ça, c'est des investissements qu'on fait pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Après examen point par point du projet de loi et les explications de vote des différents groupes parlementaires, ce projet de loi rectificatif du budget au titre de l'année 2015 a été voté avec 77 voix pour, 16 contre et 0 abstention. Actualité dans nos départements avec cet imposant meeting du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya à Malbaza hier dimanche. Ce sont des milliers de militants du Parti Rose qui ont ainsi répondu à l'appel de la section pour réserver un accueil chaleureux à El Haj Umaru Idi Ango. Il a d'ailleurs saisi l'occasion pour faire un don de machines à coudre et vivre à la population de la dite localité. Le récit est signé Abdelkarim Mamadou. Dimanche 11 octobre 2015, un jour exceptionnel qui sera inscrit en lettres d'or dans les annales politiques de Malbaza. Exceptionnel tout comme cette grandiose mobilisation de la population pour recevoir un digne fils du terroir. Pour sa première grande sortie politique en cette veille des élections générales, El Hadj Ousmane Idi Ango peut être fier. Fier des Adérawa qui se sont mobilisés pour lui. De Birnin Koni à Malbaza, le cortège était bien escorté par des militants du PNDS Taraya qui à moto, qui en voiture jusqu'au lieu du meeting où une véritable marée humaine a envahi le lieu au point où la place ne pouvait contenir le monde qui a déferlé. Un monde totalement acquis à la cause de Ousmane Idi Ango qui scandait des slogans en sa faveur tels que Dambaba Sekai. Koni, Malbaza, Laoui, Dograwa, Galmi et Tawa ont plébiscité Ousmane Idi Ango avec insistance pour qu'il soit leur porte-flambeau aux prochaines élections législatives. Ceci en guise de reconnaissance de toutes les bonnes œuvres qu'il a fait et qu'il ne cesse de faire à l'endroit des communautés locales, comme c'est le cas à l'occasion de cette sortie où il a offert un important lot de machines à coudre, de vivres et du thé pour les populations de Malbaza. Présent à l'occasion de ce meeting organisé en l'honneur de Ousmane Idi Ango, le président de la fédération du PNDS Taraya de Tawa a saisi l'opportunité pour appeler les militants du parti à plus de mobilisation pour non seulement assurer un deuxième mandat au président de la République Issoufou Mahamadou, mais assurer au parti une écrasante majorité au Parlement. Issoufou Katambe a demandé aux militants du parti qui se sont fait recenser de s'assurer que leurs noms sont sur les listes électorales qui seront bientôt affichées. Au cas échéant, de s'approcher des services compétents pour le faire. Alhaji Muhammadu Isu dan saboda shi ci gaba da shugabancin ƙasar Niger. Na ga ɗazu da mun kaza karen yanga. Kuna ta kuwa PNDS tarayya. Na shi daɗe wannan, amma ba isa ba. Dan mutum duk kuwa da kai ma parti. In ba kai kai ma parti zaɓe ba, to kai aikin banza. Dan haka nan ya kamata. Tunda an ka ce an maido list. Kowa shi ta shi diba shi gani in bai ga suna ne ba shi sa a sa suna ne dan shi samu shi registre shi samu shi ma parti zaɓe. La mobilisation ne faiblira pas, elle sera permanente. C'est l'assurance que les populations de Malbaza ont donnée à El Hadj Ousmane Idi Ango. Elles seront prêtes pour répondre à tous ces appels et son élection à la députation passera comme une lettre à la poste. Il n'aura pas besoin de bricolage ou de colmatage de voix pour se faire élire. Outre les militants du parti, plusieurs astuces restent acquis à la cause du Ousmane Idi Ango. Certains ont parcouru de longues distances
pour lui témoigner leur reconnaissance et leur soutien à travers des prestations. Zabia, Zara de Bissou, Ali Atibli et son orchestre aussi frasqué, lui tout avant que lui est sorti et tous de la partie. La page internationale à présent de cette édition avec Boko Haram qui a encore frappé. Les extrémistes ont donc mené plusieurs attaques suicidaires dans la localité tchadienne de Baga-Sola. On dénombre plus de 400 morts. Image commentée par Pascal Veissé. Tout ce qu'il reste du marché aux poissons de Baga-Sola, c'est ici, dans cette ville située sur les rives du lac Tchad, que 3 kamikazes ont actionné leur charge au milieu de la foule. Quelques minutes plus tard, c'est au camp de réfugiés de Kousseri, situé aux portes de la ville et qui accueille des milliers de déplacés tchadiens et nigérians, que 2 autres explosions ont retenti. Selon les autorités, les kamikazes étaient 2 femmes et 3 adolescents. Bilan de ces attentats attribués au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, plus connu sous le nom de Boko Haram, plus d'une 40aine de morts et une 50aine de blessés. J'exhorte la population à la vigilance. Je voudrais surtout les assurer que toutes les dispositions sécuritaires seront prises pour que de telles actions ne se reproduisent pas. Quelques heures à peine après ces attentats au Tchad, les islamistes ont frappé aussi la région de Mora dans l'extrême nord du Cameroun, tuant au moins 9 personnes. Pour combattre Boko Haram, ces 2 pays, avec le Nigeria, le Niger et le Bénin, ont mis sur pied une force multinationale dotée de 8700 militaires. Mais a priori, elle n'est pas encore vraiment opérationnelle. Comme l'a récemment reconnu le président du Tchad, Idriss Déby, la coalition a affaibli la nébuleuse islamiste, mais cette dernière ne s'avoue pas pour autant vaincue. En Turquie, toujours pas de revendication 2 jours après le double attentat meurtrier contre des manifestations pacifiques proches de la cause kurde. Un silence qui suscite de nombreuses questions et qui alimente au-delà la colère contre le pouvoir. Jean-Luc Eguézier. 2 jours après, l'émotion est toujours maître à Ankara, la capitale turque. Les habitants se rendent à la gare, posent quelques fleurs. Ceux qui sont morts ici sont des martyrs. Ils sont notre honneur. Ils se sont donnés corps et âme pour ce pays, pour la paix. La paix, la paix, la paix, je ne veux rien d'autre. Le dernier bilan de l'attentat le plus meurtrier qu'ait connu le pays fait état de 97 morts, mais aussi de 507 blessés, dont 65 dans un état grave. Autour des hôpitaux où on les soigne, les proches attendent encore, très inquiets. Mon cousin est blessé, il a été touché lors de l'attentat. Nous attendons des nouvelles depuis hier soir, il est en soins intensifs. Lundi, le Premier ministre Davutoglu a estimé que la piste du groupe État islamique était la plus probable. Mais le cri « Erdogan assassin » retentit souvent lors des funérailles un peu partout dans le pays. Une bonne partie de l'opinion publique rend responsable le président et le gouvernement turc, au moins pour ne pas avoir sécurisé cette manifestation de l'opposition. En outre, beaucoup accusent le président d'entretenir sciemment la violence pour obtenir une large majorité aux prochaines législatives. C'est la nation entière qui aujourd'hui comprend le calcul d'Erdogan, estime le prix Nobel de littérature Orhan Pamuk, interrogé par le quotidien La Repubblica. Quant à l'opposition visée par l'attentat, elle en appelle aux électeurs. Nous n'allons pas agir par esprit de vengeance ou de haine. Nous ne voulons pas ajouter de la violence à la violence. Nous allons demander des comptes. Et pour le chef de file du HDP, parti pro-kurde, le vote du 1er novembre sera la première et la meilleure réponse à la vague de violence qui a saisi la Turquie. Aux équipes techniques et rédactionnelles, merci à vous également. Et vous l'aurez bien compris, c'est la fin de ce journal, mais restez toujours en compagnie de nos programmes à la télévision Labari avec toujours la même passion de servir. Au revoir.